Le 23 août 1942, à 16h18, la première vague de bombardiers de la Luftflotte 4 traversa la Volga et commença la destruction systématique de la ville de Stalingrad. L'odeur du pétrole en feu, provenant des réservoirs de stockage au bord du fleuve, se répandit sur 40 kilomètres. Le son de 600 moteurs d'avion se superposait au hurlement des sirènes des Stuka. Des cendres tombaient sur les ferries de la Volga, transportant des femmes et des enfants vers l'est, de l'autre côté de l'eau. L'histoire dont la plupart des spectateurs ont hérité à propos de ce qui suivit suit une seule voie. La Wehrmacht, attirée dans la ville par son nom symbolique, y était toujours condamnée. La bataille des volontés était inévitable. Le vent tourna. Une phrase dans un manuel. Le dossier archivistique raconte une histoire différente et beaucoup plus précise. L'opération Bleue, Fall Blau, fut lancée le 28 juin 1942 avec 1,3 million de soldats de l'Axe, 1900 chars et 1600 avions le long d'un seul axe. L'objectif initial était les champs pétrolifères du Caucase. Stalingrad était une garde de flanc. Le 23 juillet 1942, Hitler signa la directive du Führer numéro 45 qui divisa le groupe d'armées sud en deux axes divergents contre l'avertissement explicite de son chef de l'état-major général. La ville ne devint la cible qu'après que le plan stratégique se fut déjà fracturé. Le 23 août, le 14e corps blindé de la 6e armée atteignit la Volga au nord de Stalingrad. Les morts civiles au cours des premières 24 heures de bombardement dépassèrent 1000. Le 13 septembre, Friedrich Paulus ordonna le premier assaut terrestre dans le centre-ville. Le 14 septembre, la 13e division de fusiliers de la garde, sous les ordres du général Alexandre Rodimtsev, traversa la Volga de nuit sous le feu, subissant 30% de pertes avant d'atteindre la rive occidentale. Le 14 octobre, 3 divisions d'infanterie allemandes et 2 divisions blindées furent jetées contre l'usine de tracteurs, où des ouvriers soviétiques soudaient encore des coques de T-34 à 200 mètres de la ligne de front. Puis, dans la nuit du 22 novembre 1942, 6 heures après que les pinces soviétiques se furent déjà refermées derrière la 6e armée à Kalach, Hitler signa un ordre à son quartier général de Vinitsa. L'ordre interdisait la percée. Sa copie carbone survécut dans le dossier RH-20-6 du Bundesarchiv, et les historiens ne la lirent pleinement dans son contexte opérationnel qu'après que les dossiers de l'OKW eurent été réordonnés dans les années 1990. Fall Blau, l'offensive qui n'était jamais censée se terminer à Stalingrad. Le 28 juin 1942, la Wehrmacht lança la plus grande offensive de sa guerre à l'Est contre un pays que, seulement 7 mois plus tôt, elle avait presque détruit. Le plan portait le nom de Fall Blau. L'objectif n'était pas une ville. L'objectif était le pétrole. Les champs du Caucase à Maykop, Grozny et Bakou, dont dépendait la capacité mécanisée du Reich après la perte stratégique de l'hiver précédent à Moscou. 1,3 million d'hommes, 1900 chars, 1600 avions. Un seul axe d'avance le long de la boucle du Don vers le sud-sud-est. La directive initiale du Führer qui autorisait l'offensive, la directive numéro 41 signée le 5 avril 1942, décrivait Stalingrad uniquement comme un objectif secondaire. Une ville à neutraliser comme flanc, non à saisir comme trophée. La directive est conservée dans les archives de l'OKH du Bundesarchiv Militärarchiv. Elle dit ce qu'elle dit. Puis vint la fracture. Le 23 juillet 1942, alors que l'offensive avait moins d'un mois et que la Wehrmacht était déjà plus profondément engagée dans la steppe du Don que n'importe quel planificateur ne l'avait cru possible, Hitler signa la directive du Führer numéro 45 à son quartier général avancé de Vinitsa, en Ukraine occupée. La directive divisa le groupe d'armée sud en 2 nouveaux commandements. Le groupe d'armée A, sous les ordres du maréchal Wilhelm List, reçut l'ordre d'avancer vers le sud dans le Caucase. Le groupe d'armée B, sous les ordres du maréchal Maximilian von Weichs, reçut l'ordre d'avancer vers l'est en direction de la Volga et de la ville de Stalingrad. 2 axes divergents, séparés de 600 km à la mi-août, partageant les mêmes réserves de carburant, partageant le même réseau ferroviaire surétendu, partageant la même couverture aérienne insuffisante.
Le chef de l'état-major général de l'armée, le général-colonel Franz Halder, consigna sa protestation dans son journal de guerre la même nuit. L'entrée survit dans la série RH2 du Bundesarchiv. Halder écrivit que la directive traitait l'ennemi comme déjà vaincu. Il écrivit que la poursuite simultanée de deux objectifs stratégiques, avec un seul ensemble de forces, consommerait les réserves opérationnelles de toute l'offensive. Il avait raison. En 8 jours, la 4e armée blindée fut réaffectée 2 fois, d'abord détachée vers le sud en direction de l'axe du Caucase, puis rappelée vers l'est en direction de l'axe de Stalingrad, brûlant des réserves de carburant qu'elle ne pouvait remplacer et n'arrivant à aucune des 2 destinations selon le calendrier prévu. L'encerclement de Stalingrad fut retardé de 3 semaines. Halder fut démis de ses fonctions le 24 septembre. Paulus, à Nuremberg, décrirait la directive numéro 45 dans ses transcriptions d'interrogatoire comme le moment où l'offensive perdit son centre opérationnel. C'est la partie que la mémoire d'après-guerre ne peut pas facilement assimiler. La bataille décisive du front de l'Est ne fut pas choisie, elle fut héritée. Elle ne fut pas le résultat de l'obsession de Hitler pour un nom sur une carte, cela vint plus tard. Elle fut la conséquence d'une seule directive signée, dont le contenu se trouve dans les archives publiques depuis 1946, disponible pour que tout chercheur puisse le lire. La version des manuels l'a comprimée en une phrase. La directive elle-même compte 16 pages, et cette fracture, en août, avait un nom sur une carte. Le 23 août, le jour où la ville mourut et où la bataille commença. Vassili Tchouikov avait 42 ans. Il était petit, trapu, grossier et avait été attaché militaire soviétique en Chine. Il arriva à Stalingrad le 12 septembre 1942, croyant que la ville n'avait peut-être plus que quelques jours devant elle. À cette date, la ville dont il héritait avait déjà été éventrée. Le 23 août 1942, à partir d'environ 16h18, la Luftflotte 4, sous les ordres du général Wolfram von Richthofen, effectua environ 1000 sorties contre Stalingrad en une seule journée. Ce fut le bombardement le plus lourd en une seule journée contre une ville du front de l'Est jusqu'à ce moment-là. Les quartiers d'habitation en bois à la périphérie de la ville prirent feu et les incendies fusionnèrent. Les réservoirs de pétrole au bord du fleuve s'embrasèrent et brûlèrent toute la nuit. Les rapports de la défense civile soviétique, conservés dans les archives régionales, donnent une fourchette de victimes comprise entre 25 000 et 40 000 au cours des premières 48 heures. Le nombre est approximatif parce que l'agence qui l'a produit fut elle-même partiellement détruite. Les ferries de la Volga, la seule ligne de ravitaillement de Stalingrad, puisque les Allemands tenaient toute la steppe occidentale, circulaient de nuit sous le feu de l'artillerie et les attaques aériennes. La 13e division de fusiliers de la garde, 10 000 hommes sous les ordres du général Alexandre Rodimtsev, traversa dans la nuit du 14 septembre avec des positions allemandes déjà sur la berge au-dessus d'eux. Le rapport après action de Rodimtsev, conservé au RG5A à Moscou, indique que l'unité subit 30% de pertes avant d'atteindre la rive occidentale. Ils l'atteignirent. Ils tinrent une bande d'1 kilomètre. La tête de pont tint. Puis vint Tchouikov. La 62e armée dont il assuma le commandement n'était plus une armée au sens opérationnel. C'était une liste de fragments, retranchés dans des caves et des étages en ruine, étirés le long d'un front qui, par endroits, avait moins de 100 mètres de profondeur entre les Allemands et le fleuve. L'ordre de Tchouikov, émis le jour où il prit le commandement, était précis. Les lignes se rapprocheraient jusqu'à 30 mètres des positions allemandes. Les défenseurs avancés colleraient à l'ennemi. Ils se presseraient si près que la Luftwaffe ne pourrait pas les bombarder sans bombarder l'infanterie allemande. La suprématie aérienne de Richthofen, totale, incontestée, l'instrument le plus décisif que possédait la Wehrmacht à ce stade de la guerre, serait neutralisée par la géométrie. La doctrine entra dans le vocabulaire opérationnel soviétique sous le nom de Blizhny Boy, combat rapproché. Les mémoires de Tchouikov, le début de la route, publiées dans les années 1960, décrivent l'ordre en langage clair. Le journal de guerre correspondant de la 62e armée, conservé au RG5A, enregistre le signal opérationnel qui le diffusa jusqu'au niveau régimentaire le 12 septembre.
À partir de ce jour, la bataille changea de forme. Ce n'était plus une bataille de manœuvre. Ce n'était plus une bataille pour laquelle l'armée allemande avait été entraînée. Les officiers d'état-major de la 6e armée, lisant leurs rapports de situation quotidiens jusqu'à la fin septembre, croyaient encore être peut-être à une semaine d'achever le nettoyage de la ville. Les cartes dans leur quartier général à Golubinsky, sur le Don, montraient la tête de pont soviétique comme un mince rectangle, facilement réductible. Ils ne se trompaient pas au sujet du rectangle. Ils se trompaient sur le temps qu'il faudrait pour y entrer. Les archives opérationnelles allemandes capturées recensent 9 assauts séparés de forces divisionnaires contre la ville centrale entre le 14 septembre et le 13 octobre. Chacun d'eux broya quelques centaines de mètres vers l'avant et s'arrêta. Le taux de perte parmi les bataillons d'assaut dépassa 50% dans certains secteurs. Les remplaçants, lorsqu'ils arrivèrent, étaient plus jeunes et moins entraînés. Dès la première semaine d'octobre, la 6e armée n'était plus la formation qui avait franchi le Don en juillet. Et le 14 octobre, chaque fusil disponible de la 6e armée fut jeté dans un seul district industriel. Ost-Rattenkrieg, guerre des rats à l'intérieur des usines de la Volga. À l'automne 1942, à l'intérieur de 3 usines situées sur la rive occidentale de la Volga, la guerre cessa de ressembler à toute guerre qui avait été menée auparavant. L'usine de tracteurs, l'usine d'armement Barikadi, les aciéries Octobre Rouge, 3 complexes industriels alignés le long du front fluvial dans les districts nord de la ville, chacun couvrant plusieurs kilomètres carrés de fonderies, de halls de machines, d'embranchements ferroviaires et de béton armé. Le 14 octobre 1942, aux premières lueurs du jour, la plus grande attaque allemande de toute la bataille commença. 3 divisions d'infanterie et 2 divisions blindées, les 14e, 24e et 16e Panzer, les 305e et 389e d'infanterie sur un front d'environ 5 km. Le journal de guerre de la 6e armée, Bundesarchiv RH 20-6, consigne l'ouverture de l'assaut avec la préparation d'artillerie la plus lourde que l'armée ait utilisée à l'intérieur de la ville. L'usine de tracteurs était l'objectif principal. À la fin du premier jour, les éléments avancés allemands étaient à l'intérieur des ateliers. Au 1er novembre, l'usine était aux mains des Allemands. Les propres relevés de la 6e armée indiquent 13 000 pertes en 17 jours pour ce seul secteur. À l'intérieur des ateliers, les combats ne ressemblaient pas aux combats tels qu'il apparaissait dans n'importe quel manuel allemand d'avant-guerre. L'infanterie allemande l'appelait Rattenkrieg, la guerre des rats, étage par étage, cage d'escalier par cage d'escalier, le même bâtiment changeant de main 2 et 3 fois en une seule journée. Une porte prise à 9 heures, perdue à 13 heures, reprise au crépuscule, abandonnée à minuit. Les défenseurs soviétiques étaient des troupes de la 62e armée mêlées à des milices ouvrières issues des usines elles-mêmes. Les photographies de Stalingrad du correspondant soviétique Georgi Zelma, conservées aux archives russes d'État du film documentaire et de la photographie, montrent des soudeurs avec des lunettes de protection à l'intérieur des mêmes ateliers où opéraient les groupes d'assaut allemands. Certaines des coques de T-34 assemblées en octobre 1942 sortirent directement du sol de l'usine pour entrer au combat sans peinture, sans marquage. Au sud du district des usines, sur une petite place située sur la ligne de la rue du 9 janvier, 4 étages d'un immeuble d'habitation criblé d'obus devinrent connus sous le nom de l'un de ses défenseurs. Le sergent Yakov Pavlov de la 13e garde tint le bâtiment pendant 58 jours avec une garnison qui, dans les archives documentaires, variait entre 2 douzaines et 30 hommes. Ils le tinrent contre des assauts répétés de la force d'un bataillon. Le bâtiment est toujours debout. La plaque sur son mur énumère des noms. À l'ouest, sur le Kourgan Mamayev, la cote 102,0 sur les cartes allemandes, le sol était tellement retourné par les tirs d'obus que les survivants consignèrent que la neige tombée en novembre devenait sombre en moins d'1 heure. La colline changea de main 14 fois pendant la bataille. Un tireur d'élite de l'armée rouge nommé Vassili Zaïtsev du 1047e régiment de fusiliers tenait un décompte dans les registres de son unité. Les récits soviétiques de guerre plaçaient son total confirmé à 225 à la mi-décembre.
Les recherches spécialisées dans les archives postérieures à 1991 ont comprimé et affiné ce chiffre, mais ne l'ont pas effacé. Le rapport de combat de Zaïtsev et les relevés régimentaires sont tous deux conservés au Tsamo. Au sein de la 6e armée, la consommation quotidienne de munitions commença à dépasser la capacité ferroviaire de la ligne de ravitaillement derrière le Don. Au 5 novembre, les commandants de division rationnaient les obus d'artillerie. Au 11 novembre, la dernière poussée allemande atteignit la Volga en 3 endroits. Ils ne pouvaient pas maintenir un front continu entre eux. L'armée n'était plus une armée avançant à travers une ville. C'était une constellation de points d'appui dans une ville qui brûlait autour d'eux, avec la Volga d'un côté et une steppe ouverte de l'autre, et la steppe tenue par des formations roumaines et italiennes dont les niveaux d'équipement étaient décrits en privé comme insuffisants par les propres officiers d'état-major de la Wehrmacht. Les lettres de Feldpost des correspondants allemands, conservées dans les collections soviétiques de courriers capturés, répètent une phrase de différentes écritures, en octobre et en novembre. Rien ici n'est ce qu'on nous avait dit. Et la question du côté soviétique n'était plus de savoir s'il fallait contre-attaquer, mais où la ligne allait rompre. L'opération Uranus est l'ordre que Hitler signa à Vinnitsa. Le 19 novembre 1942, à 7h20, 3500 pièces d'artillerie soviétique ouvrirent le feu sur les positions de la 3e armée roumaine au nord de la boucle du Don. Le barrage dura 80 minutes. L'opération Uranus avait été planifiée en secret depuis la mi-septembre par les chefs de la Stavka, Alexandre Vassilevski et Georgi Zhukov. La force d'encerclement totalisait environ 1,1 million de soldats répartis sur 3 fronts. Le point d'attaque n'était pas la ville. Le point d'attaque était les flancs. La 3e armée roumaine au nord et la 4e armée roumaine au sud tenaient ces flancs parce que les formations allemandes qui avaient commencé l'offensive avaient été consumées à l'intérieur de la ville. Au 2e jour de l'opération, la 3e armée roumaine avait cessé d'exister en tant que formation cohérente. Au 4e jour, vers 14h le 23 novembre, les pointes blindées soviétiques venues des deux pinces se rejoignirent à Kalach-sur-le-Don, à l'ouest de Stalingrad. La 6e armée allemande, le 6e corps roumain des parties de la 4e armée blindée, environ 290 000 personnels selon l'estimation d'état-major allemande la plus citée, se trouvait à l'intérieur d'une poche, le Kessel, le chaudron. Dans la nuit du 22 novembre, 6 heures avant la fermeture des pinces, Hitler avait signé un ordre à Vinnitsa. La 6e armée ne tenterait pas de percer. Elle tiendrait sa position. Elle serait ravitaillée par air. La copie carbone de cet ordre est conservée au Bundesarchiv RH 20-6. Le haut commandement de la Luftwaffe, par l'intermédiaire du Reichsmarschall Hermann Göring et du chef d'état-major Hans Jeschonnek, s'était engagé à un pont aérien quotidien de 500 tonnes. La moyenne réellement livrée au cours des 72 jours du pont aérien, selon les propres registres logistiques de la Luftflotte 4, fut de 94 tonnes, moins d'un cinquième du besoin. Le déficit se mesurait en calories, en obus, en carburant pour les véhicules restants, en fournitures médicales qui n'étaient pas livrées aux hôpitaux de campagne autour de Gumrak et de Pitomnik. À la mi-décembre, le groupe d'armées Don du Feldmaréchal Erich von Manstein lança l'opération Winter Storm, une offensive de secours vers le nord-est en direction de la Poche depuis Kotelnikovo. La 6e division blindée, la 23e Panzer, la 17e Panzer. Au 23 décembre, les éléments de tête avaient atteint la rivière Mishkova, à 48 km du bord sud-ouest de la Poche. Ils ne purent pas avancer davantage. Le contre-coup soviétique, l'opération Little Saturn, frappait la 8e armée italienne sur le Don, menaçant les propres arrières de Manstein. Le secours s'arrêta. La Poche ne fut pas dégagée. À l'intérieur, jusqu'en janvier 1943, la situation dépassa ce que les seuls relevés d'unités pouvaient mesurer. Les rapports d'officiers médicaux des hôpitaux de campagne survivants, capturés lors de la reddition et désormais conservés au Bundesarchiv, documentent des cas de gelure au niveau divisionnaire par dizaines de milliers. L'apport calorique de l'infanterie de ligne à la mi-janvier est enregistré dans certaines divisions à moins de 800 par jour.
La famine, les gelures et le froid devinrent les principaux tueurs. L'opération Ring, la réduction finale soviétique de la poche sous le général Konstantin Rokossovski, s'ouvrit le 10 janvier 1943. Au 31 janvier, les troupes soviétiques étaient à l'intérieur du grand magasin Univermag sur la place Rouge, au centre de Stalingrad, où Paulus, promu feld-maréchal la veille au soir, avait déplacé son quartier général. À 7h35, le 2 février 1943, la reddition fut signalée. 91 000 prisonniers furent pris lors de la capture finale. Environ 6 000 d'entre eux revinrent vivants en Allemagne. Les autres ne survécurent pas à la captivité. L'histoire que l'Occident reçut pendant le demi-siècle suivant passa principalement par les mémoires d'après-guerre de Manstein, Verloren Siege, par les témoignages sur le pont aérien des officiers de la Luftwaffe en détention américaine et britannique, par les synthèses opérationnelles publiées dans les histoires officielles. Le versant archivistique soviétique, les dossiers opérationnels du TSAMO, les directives de la Stavka au RGFA, les transcriptions d'interrogatoires du NKVD de Paulus lui-même, ne fut pas détruit, il était inaccessible. L'alliance de la guerre froide avait des raisons politiques des deux côtés de laisser 290 000 hommes, 6 mois, 4 armées, et le dossier documenté d'une directive signée réduit à une seule phrase dans un manuel. Le tournant eut lieu à Stalingrad. L'archive était toujours là. Le récit s'est rétréci. Et Paulus sortit du sous-sol de l'Univermag sous garde dans son manteau, dans la neige. Et l'enregistrement de son interrogatoire, qui allait rester dans une archive de Moscou pendant 48 ans, commença cet après-midi-là. Les dossiers qui s'ouvrirent en 1991 et les noms qui revinrent. Au printemps 1943, dans un bâtiment en bois à l'extérieur de Moscou, un historien soviétique nommé Isaac Mintz commença à enregistrer des entretiens avec les hommes qui venaient de survivre à la bataille. Le projet s'appelait la Commission Mintz. Il était financé au titre de la priorité de guerre. Les historiens se rendaient sur les positions avancées, dans les services hospitaliers, dans les bataillons de repos à l'arrière, avec des sténographes et des carnets. Ils interrogèrent des survivants de la 62e armée des usines. Ils interrogèrent les officiers de Rodimtsev de la 13e garde. Ils interrogèrent des civils qui avaient été évacués de l'autre côté de la Volga en août 1942 et qui revinrent en février 1943 dans une ville qui n'existait plus. Les transcriptions atteignirent des milliers de pages. La collection se fixa à 215 transcriptions nominatives dans les archives de l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences de Russie à Moscou. Puis elle resta là, pendant plus de 50 ans. Les transcriptions de la commission Mintz ne furent pas détruites. Elles ne furent pas censurées. Elles étaient institutionnellement gênantes, trop granulaires pour la mythologie officielle en cours de construction dans les années 1950 soviétiques, trop soviétiques pour la recherche occidentale sérieuse dans la même décennie, trop périphériques par rapport au récit stratégique que les mémoires de Manstein construisaient dans l'édition ouest-allemande. Elles furent classées, elles furent cataloguées. Elles étaient disponibles, en principe, pour un chercheur qui savait quoi demander. Il en allait de même pour les archives opérationnelles du TSAMO à Podolsk. Il en allait de même pour les dossiers d'interrogatoire de prisonniers de guerre de Krasnogorsk, qui contenaient les déclarations enregistrées de chaque officier de terrain capturé de la 6e armée, y compris Paulus. Il en allait de même pour le Bundesarchiv Militaire Archive à Fribourg, ou le Kriegstagebuch de la 6e armée et les registres logistiques de la Luftflotte 4 étaient conservés depuis les années 1950 dans les collections de documents capturés. La preuve existait déjà. En 1991, avec la dissolution de l'Union soviétique, les collections du TSAMO et du RGVA commencèrent à s'ouvrir aux chercheurs occidentaux. Stalingrad d'Anthony Beevor, publié en 1998, fut la première histoire opérationnelle en langue anglaise à s'appuyer substantiellement sur ces dossiers. En 2015, l'historien Jochen Elbeck publia Stalingrad, The City That Defeated the Third Reich,
en s'appuyant sur les transcriptions de Mintz qui avaient finalement été éditées et partiellement traduites. Les deux ouvrages produisirent une bataille qui n'était pas nouvelle. C'était la même bataille. La réalité granulaire avait toujours été dans l'archive. Ce qui avait changé, c'était l'accès, et à travers l'accès, la transmission. Sur les 91 000 prisonniers de l'Axe capturés le 2 février 1943, les derniers 6 000 rapatriés rentrèrent chez eux en 1955, la plupart depuis Krasnogorsk, où Paulus lui-même avait été détenu jusqu'en 1953 avant d'être libéré vers la République démocratique allemande. Il mourut à Dresde en 1957. Le cimetière militaire allemand de Rossochka, dans la steppe à l'ouest de Volgograd, fut ouvert en 1999 avec des tombes nominatives là où des tombes nominatives pouvaient être attribuées. La plaque de la maison de Pavlov sur la place du 9 janvier, aujourd'hui place Lénine, fut posée dans les années 1960 et énumère les noms des défenseurs. Le silo à grains à la limite sud de la ville, la structure à l'intérieur de laquelle la 35e division de fusiliers de la garde et des éléments de la 92e brigade d'infanterie navale combattirent du 17 septembre au 22 septembre 1942, est toujours debout. Son béton est criblé d'impacts. Les visiteurs passent devant sans savoir quelle unité y est morte, quel jour d'octobre 1942. Le silo à grains est toujours là. La Volga passe toujours devant lui. À l'intérieur des archives de l'Institut d'histoire à Moscou, les transcriptions de Mintz reposent sur l'étagère où elles furent placées en 1943, en attente d'un lecteur. L'une de ces transcriptions consigne le témoignage d'un soldat de la 62e armée interrogé dans les premiers mois de 1943, un survivant du combat du silo, qui décrivit la position comme un homme décrit une pièce qu'il peut encore voir lorsqu'il ferme les yeux, l'escalier, la poussière de grains, le bruit des semi-chenillés allemands contre le mur. Sa déclaration entra dans l'archive en 1943. Elle fut lue pour la première fois par un chercheur occidental plus d'un demi-siècle plus tard. Le dossier historique n'a pas changé. Les documents sont toujours dans l'archive. L'ordre que Hitler signa à Vinnitsa dans la nuit du 22 novembre 1942 est toujours dans le dossier RH 20-6 du Bundesarchiv, 16 pages, entièrement lisible, exactement tel qu'il fut signé. Les transcriptions de la commission Mintz sont toujours sur l'étagère. Le journal de guerre de la 62e armée est toujours au RGVA. Le silo à grains est toujours là. La vérité de ce qui s'est produit à une date précise, dans un lieu précis, à des êtres humains précis, est toujours là, entièrement documentée, entièrement récupérable, entièrement non éditée. Le manuel a consigné une phrase. L'archive a consigné ce qui s'est passé. Ce contenu est destiné uniquement à des fins éducatives et de réflexion historique. Pour une citation académique, veuillez consulter les sources archivistiques primaires référencées.